le meilleur moyen d'être plus riche, c'est de pas mentir aux gens. De la même façon, les partenariats, quand tu les construis au moment où tu crois que le projet va faire 1 milliard, c'est là qu'il faut déterminer les conditions de sortie juste. Ne pas se laisser la possibilité d'être la pire version de soi. Moi, je voulais le plus possible, mais pas au détriment des autres et pas forcément à toute vitesse. Donc en fait, on grandit tous ensemble et donc en fait, personne ne trahit personne parce que trahir quelqu'un, c'est perdre. Est-ce que je dois avoir une offre ou plusieurs offres? Par où je fais rentrer les gens? Est-ce que j'ai d'autres médias? Sur quoi je communique finalement? Ces questions-là, c'est des questions qu'on appelle un écosystème. Est-ce qu'on doit avoir un écosystème ou est-ce qu'on doit faire un seul truc très simple et rien d'autre? C'est la question qu'avait Nina en début d'accompagnement et on va regarder ensemble comment on a résolu le problème et ce qu'on lui a conseillé. Et après, j'ai construit une relation de confiance sur la durée avec les gens, en fait. Moi, j'ai jamais une personne de l'histoire de KP que j'ai fait monter, j'entends. Parce que après, il y a eu des couilles aussi, hein, mais qui a essayé de me trahir parce qu'en fait, elles n'ont aucun intérêt à le faire. Parce qu'en fait, depuis le début, j'ai une croyance profonde que l'humain est égoïste, même les humains que j'aime bien, et que du coup, si je veux qu'on gagne tous beaucoup d'argent et que les autres m'en fassent gagner, il faut que je trouve un moyen d'aligner les égoïsmes. Et donc, en fait, que ma vision leur permet de réaliser leur vision, et quand moi je gagne, ils gagnent aussi. Et je prouve par l'exemple très régulièrement que je cherche pas à m'accaparer tout le gâteau, mais à faire grandir tout le monde en même temps. Et en faisant ça, c'est des gens qui me trahissent pas et qui restent, en fait, qui me font confiance et qui veulent monter avec nous. C'est vrai que quand les gens ont l'impression d'y gagner aussi, qu'ils y gagnent réellement. Nous, on le voit avec les coachs qu'on a pris. Et les coachs qu'on a pris, c'est des gens qui ont performé avec nous dans l'investissement immobilier. Ils sont super engagés dans ce qu'ils font. Aujourd'hui, après, on verra comment ça évolue, mais ils sont ultra engagés. Et ils sont très bons, du coup. Et puis il faut comprendre le parcours de vie des gens, tu vois. Tous les gens ne sont pas faits pour rester avec toi pendant 20 ans, c'est ok. Nous là récemment, on a quelqu'un de l'équipe qui m'a écrit, qui m'a dit ouais, j'ai besoin de libérer du temps pour d'autres projets. Ok, combien de temps tu nous laisses? 15 jours, ça vous va? Oui, merci, salut. On te souhaite bonne continuation. Donc Xerius, quand il a voulu arrêter de travailler juste pour nous et qu'il a voulu monter son agence, on lui a envoyé des clients, on lui a envoyé de la reco, pousser. Baptiste, on a commencé à bosser ensemble. En moins d'1 an, je lui ai envoyé tous les gens que je connaissais. Parce qu'en fait, on a bien bossé, tu vois. Et j'ai pas besoin que Baptiste travaille pour moi. J'ai besoin que Baptiste fasse ce qu'il sait faire très bien chez moi. Ce qui fait le reste du temps que j'en ai à foutre. J'ai pas besoin de quelqu'un 12 heures par jour, moi, de toute façon. Donc si je suis capable de payer assez pour qu'il m'alloue le temps que je veux, et le reste du temps, s'il a son compte, s'il a une entreprise, s'il est j'en ai à foutre, quoi, de toute façon, je change rien, moi. Et si lui, il a besoin de monter sa boîte, et là je dis Baptiste, mais c'est pareil pour n'importe qui chez nous, hein. Je l'encourage. Comment je peux t'aider? Est-ce que tu veux qu'on bosse ensemble sur cette boîte? Est-ce que tu veux qu'on soit associés? Si tu veux pas, est-ce que tu veux que je te file un coup de main juste, en fait, parce que je t'aime bien, je suis content de bosser avec toi, quoi. De quoi t'as besoin? Ou rien d'ailleurs, ça peut être rien la réponse, hein. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans ce projet? Et j'ai toujours aidé les gens à réaliser leurs projets quand ils étaient chez nous, donc en fait, ils voient que je leur veux que du bien. Et moi, le seul truc, c'est je tolère pas la trahison. Tu me plantes un couteau dans le dos, je te roule dessus avec un tank, mais tant que t'es réglo, je te donnerai tout ce que je suis en capacité de te donner, parce que j'ai aucun intérêt à pas te le donner, en fait. Il y a un film qui est sorti récemment là, qui s'appelle La Plateforme sur Netflix, qui avait le 1 qui a fait beaucoup de bruit, où en gros c'est un silo de 350 étages, il y a un plateau rempli de bouffe qui part du premier étage, et si les ressources sont justement réparties, les 350 étages bouffent, sauf qu'en fait les 10 premiers étages ils bouffent jusqu'à vomir, et donc tous les autres ils crèvent en dessous. Un peu symbole de notre société. Et en fait, sans tomber dans du communisme à la con, j'ai juste décidé que moi je voulais le plus possible, mais pas au détriment des autres, et pas forcément à toute vitesse. Et donc je trouve un moyen d'avoir tout ce que je veux, en faisant en sorte que les autres aient aussi beaucoup, parce que le but, c'est de manger toujours à ma faim avec un appétit grandissant, mais sans jamais faire d'indigestion, parce que sinon c'est de la bouffe gâchée. Et ben là, la bouffe, c'est les ressources disponibles sur le marché, ressources financières qui circulent, et j'ai pas besoin d'absorber 1 million du jour au lendemain. Peut-être que je peux absorber que 50 000 et me démerder pour qu'il y en a plein d'autres qui aient 50 000 aussi. Donc on a tous grandi ensemble, et les gens, ils ont que de la bonne volonté à mon égard, parce que j'en ai à leur égard aussi, donc en fait on grandit tous ensemble, et donc en fait personne ne trahit personne, parce que trahir quelqu'un, c'est perdre. Moi, les gens m'ont souvent dit, ouais, mais t'as pas peur que les sales, s'ils fassent des conneries, ils essaient de te niquer? Ce serait bête de leur part, ils perdraient de l'argent. Et s'ils sont assez bêtes... Et la crédibilité, parce qu'une fois que ça se sache, je veux dire, il n'y a plus personne qui veut bosser avec eux. Je veux dire, à un moment donné, le marché n'est pas si grand que ça, tu vois. Donc à partir de là, tu crées un écosystème vertueux, où quand tu gagnes, tout le monde gagne, et où l'incitation tacite et la coopération, c'est de la théorie des jeux, hein. C'est le dilemme du prisonnier. Si tu coopères, tout le monde gagne. S'il y en a un qui trahit, tout le monde perd. Comment tu crées des incentives pour que le groupe fasse pression sur le groupe, pour que tout le monde coopère et donc tout le monde gagne plus. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, lire des bouquins sur la théorie des jeux, c'est hyper intéressant. Parce que tu comprends en fait les interactions humaines quand il y a de l'argent en jeu. Et il y a des gens, tu leur dis, là t'as 0, tu peux gagner 15 000, mais il faut que tu donnes 5 000 à ton voisin qui n'a rien fait pour et qui est un parfait connard. Il y a des gens qui vont dire, non, c'est pas grave, je préfère 0. Ah non, donne les 15, donne-lui ça que je viens à foutre, c'est pas mon problème. Et là, c'est des trucs très évidents. Mais moi, j'ai vu des gens, par exemple, dire, non mais vas-y, là, le sales, je viens de lui filer 15 000, c'est trop là. Mais si tu lui donnes 15, c'est qu'il t'a fait gagner 150. Ouais, mais 15, c'est trop. Mais tu vas perdre 130 à vouloir faire le rapière. Ouais, non, mais tu sais, non, tu comprends pas. J'avais discuté avec quelqu'un il y a pas longtemps qui me dit, on a bossé avec une agence, on a fait 50 000, mais j'ai pas envie de leur faire parce que j'ai dû leur filer 20, ça faut pas déconner. Je fais, mais c'est eux qui ont fait tout le travail et t'as fait 30, toi. Oui. Et donc tu me dis que tu veux pas 30 parce que tu veux pas que l'autre ait 20. Non, mais c'est pas juste, on s'en branle, c'est pas le sujet. Bah là, nous, on a mis Xerius en chef de projet sur le lancement de DEA avec Rachid. VSL, ads, machin, etc. Et donc, Xerius, c'est une agence externe.
donc il nous facture, mais je l'ai mis en chef de projet. Je fais Xerius, ce que tu as fait en interne à l'époque chez KP pour lancer Bronze, bah là tu vas le faire en tant qu'externe, en tant qu'agence, pour développer DEA avec Rachid. Et moi je te donne le budget. Maintenant on a des agences partenaires qui nous permettent de lancer des verticales. Donc le but c'est ça, et en plus, tu vois, il y a déjà Elodie qui bosse avec Karine sur son univers à elle. Donc en fait, on est en train de créer un écosystème où même les gens qui bossent pour moi travaillent entre elles pour leur univers mutuel. Donc en fait, je veux dire, il y en a toutes que des choses à gagner là-dedans, quoi. Faut que tu étudies deux choses, toi là où t'en es. T'as Stan Leloup, Marketing Mania, qui a fait des vidéos dessus. Il a fait une vidéo sur Disney, avec la fameuse Disney Flywheel. Et ensuite, t'as deux autres vidéos, c'est Kardashian et Marvel, sur la notion d'Extended Universe. Kim Kardashian est célèbre, parce qu'elle a fait une vidéo porno qui a leaké, alors que c'était une riche petite fille. Donc Kim Kardashian crée une télé-réalité. Ses sœurs, sa mère, son père commencent à apparaître. Ils commencent à devenir des personnages principaux, qui commencent à devenir hyper connus sur les réseaux, donc qui amènent des gens vers le show, qui amènent des gens vers la série, qui amènent des gens vers le plateau télé, qui amènent des gens... Et, tu vois, et on crée une flywheel, un extended universe. Nous, c'est ce qu'on est en train de faire avec KP. Moi, Xerius, Mehmet, Rachid, etc. Félix. Et si tu arrives à créer ça, tu crées un écosystème vertueux où le fait que tu sois en personal brand, qui est un frein à la croissance de l'entreprise, devient une force, parce que tu envoies de la force à d'autres gens, et ça ne dépend plus de toi. Bah, c'est ça, et en fait, quand tu pars vraiment d'un principe purement énergétique que moi j'utilise, c'est que moi, toute ma structure de personnalité est faite pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une facilité d'inconcertante à faire ça, et c'est même ce que je sais le mieux faire. Faut que tu regardes aussi il y a des vidéos YouTube qui ont décrypté tout ça. Faut que tu regardes les écosystèmes de Grant Cardone, de Dan Lok, de Tony Robbins, tous ces très gros américains. Faut que tu regardes leurs écosystèmes d'entreprise. Dan Lok, c'est 10 ou 15 boîtes. Grant Cardone, c'est 50 entreprises différentes, je crois. Mais bon, ça peut être une option pour plus tard, quoi. Ouais. Donc, Bah ouais, mais Cardone, si demain tu lui proposes d'ouvrir une chaîne de resto qui s'appelle Cardone Sandwichery 10X, il te dit ok, d'accord. ouais. Et il trouve un restaurateur et lui met son nom et sa pub. Comment on peut faire pour créer un écosystème comme ça dans l'IMO? Un marchand de biens, un veste locatif, un rénov green DPE, un machin, un truc, un jeune, un vieux, un digital nomade, tu vois, tu crées des verticales en fait, au sein de la Nishimo, avec des égéries. En fait, on a énormément de potentiel parce que Digital Nomade, nous, on en voit qui font de l'accompagnement pour des gens qui veulent devenir nomades. On pourrait avoir cette verticale. Diagnostic, on a. Regarde, en France, il y en a un qui l'a merveilleusement opéré, ça, et je pense que c'est lui qui a inspiré un peu tout le monde. C'est pas lui qui l'a inventé aux US, mais en France, c'est lui qui l'a ramené, c'est Yomi. Yomi, il y a la verticale Yomi avec Ecom. Il y a la verticale Imo Investissement avec Timothée Moirou. Il y a la verticale un peu plus liée à Startup avec Oussama. Il y a des verticales Closing. Il y a d'autres trucs qu'on en voit arriver, il y en a qui ont arrêté, il y en a qu'on sait pas. Je suis pas rentré dans le détail de son écosystème, mais en gros, c'est ça, tu vois. Il y a la verticale Infoprenariat avec Antoine Blanco, etc. Donc en fait, à la base, lui, sa spécialité, c'est, je vais caricaturer de façon très très vulgaire, hein, c'est un peu plus complexe que ça, mais toi, jeune pauvre, toi, devenir riche, tu vois. Ok, ben, avant c'était que grâce à l'e-com. Il y a des gens qui sont réfractaires à l'e-com, en fait, tu pourras jamais les closer avec ça. Ok, ben en fait, tu pourrais le faire avec une startup dans l'IA, tu pourrais le faire avec de l'infoprenariat, tu pourrais le faire avec le closing, tu pourrais le faire avec l'investissement, etc. Et à chaque fois, il a des personnes qui représentent l'avatar, qui représentent et sont inspirants pour l'avatar type du produit. Quand tu fais de toute façon un contrat avec un partenariat avec quelqu'un, tu écris toujours les conditions de sortie des deux parties. Par exemple, j'invente, nous on a la verticale avec Rachid sur DEA, tu vois, et c'est nous qui détenons les audiences, les tunnels, les machins, les trucs, c'est nous qui créons tout en fait, donc c'est nous qui détenons tout. Rachid et moi on travaille pas comme ça pour l'instant, mais demain on pourrait faire un contrat avec une clause de sortie qui dirait si c'est lui qui veut casser le deal, il doit nous racheter l'audience à un prix défini. Si c'est nous qui voulons casser le deal, on doit lui rendre l'audience et on doit tout lui redonner. Et comme ça on est dans un deal juste, on a envie d'avancer ensemble, on a les conditions de sortie et personne n'est lésé sur les conditions de sortie. Si nous on coupe sa source de revenus entre guillemets, c'est pas ça seul heureusement, mais si nous on coupe sa source de revenus, on doit lui filer toute l'audience. Si lui coupe notre source de revenus, il doit nous dédommager pour. Par exemple, moi quand j'ai des questionnements de rentrer au capital d'une boîte pour l'accompagner, j'ai toujours à cœur de mettre une clause de casse-flow de ma boîte. Si je pars, voici les conditions de ma sortie. Si tu veux me foutre dehors, voici les conditions auxquelles tu peux, avec un petit bonus sur le prix de mes parts pour que j'ai pas travaillé pour rien. J'ai pris un client one-one là, 3 mensualités sur 6 mois. La première est due. À partir de la première, et quand on a fini la première qui correspond à 2 mois, si tu veux t'arrêter à tout moment, tu peux, les sommes ultérieures ne sont pas dues. Oui, c'est une facilité de paiement et non un abonnement, mais en one-one, je suis avec des gens tellement pointus, tellement avancés, avec une collaboration tellement main dans la main, que je peux pas me permettre de forcer un deal à tenir. Sinon ça va être l'enfer pour moi et pour la personne, et pour ma réputation. Et donc en fait à tout moment tu peux me dégager. Sur du programme d'accompagnement de groupe, ce serait dangereux de faire ça, parce qu'on sait comment sont les humains. Mais quand tu es main dans la main avec des gens, il faut chercher le deal le plus fair possible. Et donc avec des conditions de sortie justes pour les deux parties. Pareil en fait, créer une incentive à paniquer l'autre. J'ai pas besoin de te planter un couteau dans le dos, je peux partir, dans des conditions qu'on a définies ensemble. C'est comme faire un contrat de mariage alors qu'on s'aime. C'est quand on s'aime qu'il faut le faire. Parce que comme ça, au moment du divorce, quand on est en train de se déchirer, quand on est en train de s'entretuer, on est forcé juridiquement par faire les choses justes. De la même façon, les partenariats, quand tu les construis au moment où tu crois que le projet va faire 1 milliard, c'est là qu'il
faut déterminer les conditions de sortie juste et les faire appliquer. Comme ça, si tu veux, ne pas se laisser la possibilité d'être la pire version de soi et verrouiller. Bon, après, la barrière est très fine entre le partenariat et la verticale finalement. En général, quand tu veux lancer une verticale avec quelqu'un, d'abord tu fais un partenariat, tu t'assieds si ça marche. Si oui, tu fais un deal de prestation, d'association, mais qui est sur contrat seulement, qui définit le cadre de la collaboration. Et si vraiment tu vois que ça va aller loin, tu crées une entreprise dédiée, quoi. Mais c'est pareil, tu sais. Tu commences par un date, puis ensuite tu sors ensemble, puis après tu emménages, puis ensuite tu te maries. Ouais. Puis après tu fais des enfants. Ou les enfants de grand, peu importe. Mais tu vois, progressivement. C'est pas, tu croises une personne dans la rue, tu lui dis salut, viens, on fait un bébé. Ben non, c'est un peu risqué, quoi. Tu sais pas, ça se trouve, la personne c'est une sociopathe qui va te tuer pendant ton sommeil. Tant qu'il n'y a pas d'obligation légale de multiplier le nombre d'entreprises, garde tout dans une seule. Parce que plus d'entreprises veut dire plus de complexité administrative, comptable, juridique. Oui, mais ça veut dire vraiment avoir des différentes entités d'entreprises avec des différentes tirettes, tout ça. C'est de ça que tu parles. Oui, oui. Ouais. Mais par exemple, en France, ils sont tous très fans de la holding. Dans certaines situations, typiquement quand tu as une boîte d'activité opérationnelle, des boîtes IMO, des machins, des trucs là, oui, d'accord, bien. Évidemment, Et c'est 500 encore, euros. Et encore, ça se discute. Dans nos métiers où on fait pas d'autres trucs à côté, la plupart du temps, il y a tout le monde qui dit oui, il faut une holding pour augmenter tes bénéfices. Ouais, mais tu crées une dette et machin et trucs. Et puis ensuite, les management fees, en fait, aujourd'hui, ils vont te les retoquer. Enfin, ils sont en train de tout changer. Si t'as pas de raison d'avoir plusieurs structures qui remontent dans une structure, c'est juste t'as un expert comptable de merde qui t'a vendu une boîte dont t'as pas besoin, quoi. Moi, ça fait 2 ans que je tâte mes experts comptables parce que je trouve ça sexy. Je dis ouais, mais faut une holding bientôt là, ça. Fait, Jérémy, je te l'avance si tu veux, mais t'en as pas besoin, ça ne sert à rien. Et j'ai tous les arguments, j'essaie. J'en discute avec Félix, je fais ouais, mais tu sais, c'est pour dérisquer l'activité opérationnelle principale avec l'argent qui sera nous dans une autre structure. Il fait mais quel risque? Risque de quoi? T'as vu la trésor qu'on a, t'as vu les capacités, t'as vu l'audience, t'as vu les machins, t'as vu les trucs. Tu shut down toute l'activité, t'as une coquille vide avec X euros dedans. Quel risque? Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas médecin. Même si demain on avait un procès stratosphérique pour faute professionnelle grave, on est en France, on n'est pas aux États-Unis, ils vont pas nous facturer 10 millions, tu vois. On fait pas de trucs graves, on fait rien d'illégal, etc. Tu vois. En fait, dérisquer quoi? Y'a rien à dérisquer. Donc t'as pas besoin de plusieurs sociétés. C'est un quelconque souci que je ne connais aucun de mes concurrents, que je m'en fous royalement, que je les regarde jamais et que je ne sais même pas ce qui se fait sur le marché de ce que moi j'ai fait. C'est un sujet dans le B2B. Okay. C'est beaucoup moins un sujet dans le B2C. D'accord. Parce qu'en fait, je m'en préoccupe jamais quand les gens me posent la question. Je me dis, mais j'en sais rien. Et parce que dans le B2B, tous les clients connaissent tous les concurrents. Donc tu dois les connaître aussi. Ils comparent. Des fois, ils arrivent au rendez-vous chez nous, ils ont eu les 10 d'avant. Ouais. Ils vont te dire, machin m'a dit que, il faut que tu saches répondre. En B2C, tu n'as jamais ça, donc en fait, tu t'en tapes. La plupart des professionnels de nos métiers misent sur l'asymétrie d'information et de compréhension. Et oui, mais tu m'avais dit que, oui, c'est ce que j'ai dit. Tu n'en as pas compris les détails. Bah ouais, mais forcément, après, les clients, ils nous prennent pour des jambons, quoi. Bah, du coup, éthiquement, c'est quand même pas. Non, moi, je pense qu'on peut faire de l'argent en ayant un minimum d'éthique quand même dans le business. Bah, tu t'en feras plus en ayant beaucoup d'éthique. Carrément, moi, je suis convaincue de ça. En fait, faut savoir c'est toujours pareil, faut savoir où tu places ton éthique. Une décision que j'ai eue, ça traumatise toujours tout le monde. Donc je leur explique de long en large en travers. C'est que l'éthique en marketing ne veut rien dire, c'est débile. L'éthique, c'est ton produit et l'éthique, c'est tes sales. C'est tout. Et je l'expliquais en disant, ma pub est là pour attirer ton attention et rien d'autre. Rien à foutre du reste. Quand tu regardes une pub pour des céréales, tu sais très bien que le tigre va pas venir dans ta cuisine le matin pour mélanger ton lait et tes céréales. C'est pas de la pub mensongère. Donc dans la pub, bien sûr, tu fais pas des promesses que tu vas pas tenir, mais tous les trucs qui sont là pour hooker l'attention, ils sont bons à prendre. Derrière, le funnel VSL, il est là pour que on comprenne les choses de la même façon. Et derrière, une fois qu'on se parle, c'est là que énormément d'éthique doit intervenir dans l'appel et dans le produit. Et c'est comme ça qu'on fait de l'argent à long terme. Parce qu'on donne aux gens ce qu'ils veulent. Le bon sens commerçant, c'est le meilleur moyen d'être le plus riche possible, c'est de donner aux gens précisément ce qu'ils veulent acheter, ce qu'ils viennent chercher chez toi. Et si tu délivres ça, les gens sont contents de te donner des sous. C'est un échange équivalent librement consenti d'un service contre de l'argent qui te permet à toi, entrepreneur, d'aller acheter d'autres services, etc. Et donc quand tu comprends ça, le meilleur moyen d'être le plus riche possible, c'est de pas mentir aux gens. Et c'est terrible quand même de devoir le repréciser, mais c'est le cas. Le meilleur moyen d'être plus riche, c'est de pas mentir aux gens. Et ça veut pas dire que tu dois faire une pub parfaite, hyper transparente, qui explique toutes les nuances et les subtilités, etc. L'entrée d'un funnel ne doit avoir aucune nuance, aucune subtilité, aucun disclaimer, etc. Tu les mets au fur et à mesure. Plus la personne elle est apte à passer du temps avec toi, plus tu peux nuancer et complexifier ton propos, jusqu'au moment où elle arrive dans ton appel, où là tu es en full transparence, et dans ton produit, là tu es en full nuance. Mais si tu essaies d'être full nuance et complexité de ta pensée dans ta pub, tu touches plus personne. La couleur blanc, c'est mal. Pour les pantalons, si tu fais plus d'1m95, mais regarde le blanc cassé, ça passe. Tu vois, en fait, si je t'explique oui, mais le blanc ça passe, mais en fait pas seulement selon ta taille, et en fait le blanc cassé peut-être que, mais pour les personnes et les pantalons, en fait tu hookes plus personne. Tu cries à l'entrée et tu nuances sur tout le reste du chemin. C'est là la différence entre communication et éthique. L'éthique, c'est que les gens ils sachent précisément ce qu'ils achètent et qu'ils soient en conscience des tenants et aboutissants de leur achat. Un hook, une pub, il n'y a pas de question d'éthique en fait. Je suis là pour attirer ton attention avec un truc que tu captes pas. Et si
finalement tu te sens trahi, ça va, je te fais perdre 1 minute 30, tu vas t'en remettre. La question c'est est-ce que je te fais pas perdre 6 mois, tu vois. C'est ça qui est plus important. Nous le déclic c'était, il y a des gens qui viennent chez nous pour avoir des gros résultats financiers, et c'est leur sujet principal, il n'y a rien d'autre qui compte. Il y a des gens qui viennent chez nous pour progresser, peu importe les résultats financiers. Et il y a des gens qui viennent chez nous pour l'aventure. Bah si on est focus résultats financiers, en fait, les gens qui sont là pour l'aventure, on va leur pourrir leur aventure en fait. Et si je fais faire une merveilleuse aventure humaine aux ceux qui veulent juste faire du cash, je vais leur casser les couilles, ils sont juste à foutre. Et en fait, je peux servir les trois. Le produit répond aux trois. Mais il faut que les gens sachent précisément ce qu'ils achètent et moi que je sache précisément ce qu'ils veulent. Et donc je peux leur donner. Ou leur dire, non, t'es pas bon endroit pour ça. Oui, moi je cherche à ce qu'on m'aide à trouver ma zone de génie et mon alignement profond intérieur. Non. Va le chercher chez machin, viens chez nous après. Cet après-midi, toi, faut que tu bosses sur les hooks. Je déteste ça. Tes pubs qui marchent, on reprend le même texte Oui, oui, on peut faire et ça. on le tourne ici, mais avec des hooks différents. Oui, oui, je pense que ce sera une bonne idée. Et donc en fait, on va même pas changer radicalement les hooks, on va garder les tiens. On va juste changer le cadre, la mise en scène, le scroll stopper. Bah, de toute façon, actuellement, j'ai quasiment pas de vidéo parce que c'est que des textes et des images. Et jusqu'à maintenant, mais parce que, en fait, pour moi, écrire le texte d'une vidéo, Ouais. c'est. Non, Ah, tu mais ça me demande tu vas pas une l'écrire. gymnastique Non, que non, je n'ai pas. non, En tu vas fait. pas l'écrire. On va se mettre avec Baptiste, on va te poser des questions. Ah oui, vous pouvez faire ça. Ah, là, pour le coup, il n'y a aucun souci. Hein. Ah non, mais ça, on va faire ça. Ah oui. On va faire des hooks avec du lancer de légumes, hein, je pense. Ah non, mais oh putain, non, lancez pas des légumes, on va se trouver des trucs en cuisine, mais pas des légumes. Mais non, mais on va les lancer de façon saine pour pas casser le légume et qu'ils soient mangeables après. On va pas gaspiller. Non, c'est pas pour ça, c'est qu'en fait, j'en ai marre qu'on m'associe à des légumes, quoi, tu vois. Parce que des légumes, en fait, c'est tous les gens qui font du cru, du vivant, du. C'est pas mon truc, tu vois. Tu me lances des épices, ça va. But. Mais attends, il est imaginaire son but, hein.